En 1996, une avocate pénaliste montante disparut sans laisser de traces après que sa voiture ait été retrouvée près d'un pont. Tout le monde supposa qu'elle s'était suicidée jusqu'à ce que, 7 ans plus tard, une mallette enfouie dans la boue et le temps soit découverte par des garçons pêchant au bord d'une rivière, ravivant une affaire que la ville avait silencieusement oubliée. Le coin s'était apaisé après une semaine de pluies abondantes. Mais le long des berges basses, des amas de débris restaient accrochés au bord. Branches, sacs en plastique, morceaux de clôture. Un trio de collégiens de Glen Hollow Middle School avait séché les cours avec leurs cannes à pêche de seconde main et la promesse d'une bonne prise. Ils n'auraient jamais dû être là. C'était là tout le sel de l'aventure. L'un d'eux, Kyle Bishop, remarqua une forme rectangulaire sombre, à demi enfouie sous un tapis de racines. Descendant d'un rocher, il la poussa du bout de sa basket. Elle ne bougea pas. « Je crois que c'est une mallette », dit-il en s'accroupissant. « Impossible, marmonna Dean, l'aîné des trois. C'est sûrement de la ferraille. » Pourtant, elle n'en était pas une. Lorsqu'ils la dégagèrent, ils furent surpris par son poids. Les coins étaient érodés jusqu'au métal, les fermoirs rouillés, un côté déformé comme écrasé. Kyle décrocha le loquet avec difficulté. À l'ouverture, c'est l'odeur qui les assaillit. Terreuse, viciée, entre moisie et papier pourri. À l'intérieur, des fragments de pages jadis blanches étaient agglutinés, l'encre délavée coulant sur les feuilles. Sous ce fouillis, niché dans un dossier délabré, se trouvait une carte plastifiée. Dean la sortit et lut à voix haute. « Evelyn Marks, avocate. » Ils se regardèrent, interloqués. Ce nom ne leur disait rien, mais le titre, si. Ils portèrent la mallette jusqu'au bord de la route et firent signe à une patrouille du shérif qui passait. L'agent Langston la prit d'un signe de tête, consulta la carte d'identité, puis la rangea dans le coffre. Il l'aurait sans doute mise de côté sans y penser si le nom n'avait pas fait tilt dans sa mémoire. 2 heures plus tard, la mallette atterrissait sur le bureau d'une détective du comté de Hudson. La détective Nathalie Reyes n'avait que 6 semaines d'ancienneté au département du shérif du comté de Hudson. Sa dernière affectation avait été à Albany, dans l'unité des crimes violents. Elle n'était pas particulièrement sentimentale et n'était pas venue à la division des cold cases pour se réinventer. Mais il y avait dans les affaires non résolues une constance qui lui convenait. Lorsque la mallette fut enregistrée comme bien récupérée, couverte de boue, dégradée, contenu incertain, Reyes parcourut rapidement le rapport. Ce qui attira son attention ne fut pas l'état des documents, mais la carte d'avocate encore assez lisible. « Evelyn Marks » murmura-t-elle en mettant l'impression de côté. Elle consulta les archives du département. Le dossier était inactif. Numéro 80 16042. Les notes archivées étaient succinctes. Personne disparue, femme, 36 ans, avocate pénaliste. Dernière vision le 19 juin 1996. Voiture stationnée sur le pont Bear Mountain. Portière déverrouillée. Aucun signe de lutte, aucun mot laissé, aucun témoin confirmé. Après une semaine de recherche, les autorités penchèrent pour une disparition volontaire, peut-être un suicide. La famille refusa toute nouvelle interview. L'affaire fut marquée inactive à l'automne. Reyes se laissa aller dans son fauteuil, relut 2 fois le résumé et finit par demander la récupération du dossier physique au dépôt. 2 heures plus tard, il était entre ses mains. Au briefing du lendemain matin, elle attendit la fin pour poser sa question. Quelqu'un se souvient-il d'Evelyn Marks? Quelques sourcils se levèrent, mais personne ne répondit. Enfin, le sergent Alverson, le plus ancien, se caressa la barbe. « Avocate, non ?» Elle prenait des affaires délicates. Sa voiture a été retrouvée sur ce pont. C'était étrange. « Pourquoi l'ont-ils classée ?» demanda Reyes. « Pas de corps, pas de nouvelles pistes. Qui a vérifié ces dossiers ?»« Pas moi. Tu penses que ça vaut le coup ?» répondit Alverson. Reyes ne répondit pas. Elle se contenta de brandir la photo imprimée de la mallette trouvée au bord de la rivière. Comment sa mallette a-t-elle pu finir en aval, à des kilomètres, d'où son véhicule a été retrouvé? Alverson haussa les épaules. Elle a peut-être roulé. Elle n'insista pas, mais l'idée resta. Juin 1980, 16 Evelyn Marks se tenait dans le hall du tribunal, examinant des notes de dossier. Une pile de convocations dans une main, le regard vif, les lèvres serrées. Son client, un adolescent, était en passe d'être broyé par le système, et elle le savait. Mais ces derniers temps, elle avait remarqué des anomalies,
Des demandes de preuves qui disparaissaient, des appels sans réponse, des conversations qui interrompaient net quand elle entrait dans la pièce. Ce soir-là, elle quitta son bureau plus tôt que d'habitude. Ses collègues notèrent qu'elle semblait fatiguée, mais concentrée. Une réceptionniste se souvint qu'elle avait demandé si le service de coursier juridique fonctionnait encore après 21 heures. Personne ne s'étonna. Le lendemain matin, son Volvo argenté fut retrouvé stationné sur la voie est du pont Bar Mountain. La portière côté conducteur entr'ouverte, une veste jetée sur le siège avant, aucun sac, aucun téléphone. Les secours ratissèrent le fleuve pendant 3 jours. Ses collègues furent bouleversés, sa sœur refusa toute interview. Peu à peu, la ville tourna la page. Reyes quitta la brigade ce soir-là le dossier sous le bras. Elle n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais quelques affaires vous collent à la peau. Celle-ci ne sentait pas le suicide. Le dossier de Cold Case ne lui inspira guère confiance. Une chemise couleur sable, angle cassant, épaisseur d'une simple assignation. À l'intérieur, un rapport d'incident de 3 pages, un résumé de témoins de 2 phrases et une conclusion tapuscrite recommandant de clore l'affaire. Ni formulaire de canvassing, ni rapport de criminalistique, ni chronologie, ni note de suivi. Elle relut le rapport d'incident. La voiture avait été repérée par un patrol à 6h45, juste avant le portillon piéton du pont. Clé sur le contact, portières ouvertes, sans sac ni téléphone. Le véhicule fut remorqué et traité comme abandonné. Personne ne prit de photos de l'intérieur. En marge, une note manuscrite anonymement. Enveloppe CIA référencée par EM. Possible malversation. L'enveloppe n'était pas jointe. Reyes vérifia 2 fois la chemise, rien. Elle consulta la fiche de statut, classée le 4 septembre 1996, sans suspicion de crime, paraphée d'un capitaine aujourd'hui à la retraite. Elle referma le dossier, le replaça sur l'étagère et nota de récupérer les procès-verbaux du tribunal. Puis elle se rendit chez le dernier proche inscrit d'Evelyn. Laura Marks ouvrit la porte sans esquisser un sourire. Elle semblait à peine quarantaine, plus jeune que ne l'avait imaginé Reyes. Les bras croisés, elle parla avant toute salutation. Je savais que cela finirait par ressurgir, tôt ou tard. Il a suffi d'une mallette flottant dans la rivière. Nathalie se présenta simplement, tendit sa carte et attendit un geste d'invitation qui ne vint pas. Après une longue pause, Laura ouvrit la grille et la conduisit dans un salon très sobrement meublé. Rien dans cette maison ne rappelait Evelyn. « Je sais ce que vous allez demander », dit Laura en s'asseyant au bord du canapé. Et la réponse est non. Elle ne s'est pas suicidée. Nathalie resta silencieuse, attentive, prudente, presque obsessionnelle. Elle verrouillait toujours son bureau et conservait des copies de tout. Elle n'abandonnait pas. Laura fit une pause, puis ajouta « Encore moins pour des raisons professionnelles. Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel à l'époque de sa disparition ?» demanda Reyes. Laura se leva, disparut dans le couloir et revint avec une petite boîte à chaussures, renforcée de rubans adhésifs. Elle la tendit à Nathalie. 2 jours avant qu'elle ne disparaisse, elle a fait venir un serrurier chez elle, expliqua Laura. Il a dit que la charnière de son coffre à preuve était endommagée. Elle était nerveuse. Et ensuite, la relança Nathalie. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, et elle m'a répondu. Laura hésita, cherchant ses mots. Si quelque chose m'arrive, ne crois rien de ce qu'ils te diront. Nathalie hocha lentement la tête, mémorisant chaque mot. A-t-elle mentionné des noms, des clients, des menaces? Non, elle ne parlait pas de ça. Elle disait qu'il valait mieux que j'ignore. Elle vivait seule? Oui, toujours. Reyes nota quelques lignes supplémentaires, remercia Laura et se leva pour partir. Laura l'accompagna jusqu'à la porte, puis resta immobile. Je n'ai jamais cru qu'elle se soit jetée du pont. Faites justice pour ma sœur, ça fait trop longtemps. Le lendemain, Nathalie s'installa en tailleur dans les archives municipales, entourée de piles de dossiers désordonnés. Elle venait de passer 2 heures à consulter les registres de la dernière année de plaidoirie d'Evelyn Marks. Un dossier se démarquait, plus épais que les autres, bordé d'encre rouge. People via Marcus Brandt. Un résumé de 16 pages relatait le braquage de 1996 qui coûta la vie à l'officier Glenn Turney de service civil. Marcus Brandt, 17 ans,
avait été interpellé cette même nuit à 2 pâtés de maison de l'épicerie, avec du sang sur sa veste et un revolver 38 retrouvé dans une benne. L'affaire semblait classée. Pourtant, Evelyn avait accepté la défense pro bono, dénonçant des irrégularités dans le rapport d'arrestation. Elle avait réclamé des audiences de suppression de preuves, déposé des motions sur la chaîne de conservation et exigé les dossiers disciplinaires des agents. 3 jours avant la sélection du jury, elle avait disparu. Le procès s'était effondré. Marcus s'était déclaré coupable sous la pression de l'avocat commis d'office. Nathalie relut le sommaire d'arrestation. 2 noms y figuraient surlignés, le détective Ray Duca et le détective Carter Humes. Elle les encercla et consulta le registre des incidents du 42e district pour cette même année. Ces 2 noms revenaient sans cesse. Avant l'aube, Reyes prit la route du Nord. Marcus était désormais incarcéré pour 15 ans à la prison de Clinton, près de la frontière canadienne. L'établissement, gris et austère, semblait conçu pour contenir davantage que pour surveiller. Après le passage de la grille, on conduisit Nathalie dans une salle latérale, où les détenus recevaient des visiteurs non avocats sous surveillance. Marcus entra, portant une combinaison beige, visage fermé, silhouette mince. Il s'assit face à elle, sans émettre un mot. Le gardien fit un signe et s'effaça. « Je suis la détective Reyes », déclara-t-elle. « Je rouvre l'enquête sur la disparition d'Evelyn Marks. » Le regard de Marcus vacilla. « Vraiment ?» dit-il après un moment. « Oui », il expira bruyamment. « Personne ne prononçait son nom depuis 10 ans. Je souhaitais parler de la dernière fois que vous l'avez vue. » Il hésita, puis reprit. « Elle disait qu'elle avait quelque chose de gigantesque, 4 ou 5 jours avant la sélection du jury. » Nathalie sortit un petit carnet. « Qu'a-t-elle dit exactement ?» Marcus tapa du doigt sur la table. Que l'affaire était pourrie, pas seulement la mienne, qu'elle enquêtait sur quelque chose de bien plus vaste et que, si elle mettait la main dessus, elle les ferait tous tomber. « Vous a-t-elle dit qui étaient tous ?»« Non, mais elle a parlé de policiers. Plusieurs. » Nathalie demeura silencieuse. « Vous l'avez cru ?»« Je n'avais plus grand-chose en quoi croire à l'époque, admit-il. »« Mais oui, je l'ai cru. » Il se pencha en avant. « Elle a été la seule à me regarder sans me voir comme un délinquant ou une perte de temps pour la justice. » Un gardien apparut de nouveau à la porte. « 2 minutes. » Nathalie acquiesça. « Rappelez-vous autre chose? Quelque chose d'étrange dans son comportement? » « Non, c'était la dernière fois que je la voyais. » J'ai su ce qui s'est passé ensuite. Ils ont dû l'empêcher de parler avant qu'elle n'agisse. Il frappa doucement la table tandis qu'elle se levait. De retour au poste, Nathalie demanda les registres de visiteurs de la prison de Clinton pour la semaine évoquée. Aucune trace d'Evelyn Marks, aucun enregistrement vidéo conservé. Elle sollicita tout de même une confirmation auprès du directeur. Résultat attendu, aucun dossier, aucun contrôle. Puis elle récupéra les transcriptions du procès People vs. Brandt. Les motions de suppression déposées par Evelyn y étaient mentionnées, mais non jointes. L'audience n'avait jamais eu lieu. Après sa disparition, Marcus avait accepté un accord pour éviter la perpétuité. Nathalie lut l'ordonnance de clôture. Le juge constata l'absence d'Evelyn, sans questionner l'absence de ses pièces. Aucun ajournement n'avait été demandé. L'affaire suivit son cours. Elle se redressa. Quelque chose ne collait pas. Elle relut les dépositions. Le détective Duca prétendait qu'un témoin local l'avait dénoncé, sans jamais nommer qui. Humes se contentait de détails sommaires. Elle ouvrit un autre dossier. People vs. Donnelly, 1995. Un autre prévenu, même détective, récit quasi identique. Poursuite à pied, arme trouvée dans une poubelle. Puis People vs. Gereya, toujours en 1995. Duca et Humes, de nouveau, même trame. Nathalie referma tout, verrouilla les chemises et glissa les dossiers sous clé dans son armoire. Elle disposait de suffisamment de fils à tirer, mais ignorait encore combien de mains tenaient à la pelote et jusqu'où elles iraient pour l'empêcher de se démêler. Nathalie Reyes avait rempli le formulaire de demande d'archives des affaires internes, IA, dès midi. Processus standard. 3 copies, une pour son dossier, une pour la révision interne, une qui finirait oubliée dans un tiroir de la préfecture. Elle ne se faisait pas d'illusions. Elle remit l'alias au responsable des archives, un homme fatigué qui leva à peine les yeux. « Ce sont des rapports confidentiels, dit-il. Il vous faudra une autorisation. »
Je ne veux pas les publier, juste consulter la chronologie des plaintes contre les détectives Duca et Humes entre 1995 et 1997. Ça peut prendre des semaines, répondit-il en glissant le dossier dans la caisse, en attente. Je vous préviendrai si ça bouge. Reyes s'éloigna sans attendre. Elle avait suffisamment roulé sa bosse pour savoir que quelques semaines noires signifiaient souvent on évite le dossier. De retour dans son studio provisoire, un appartement d'une pièce au-dessus d'un ancien studio photo, elle laissa ses clés sur le comptoir et alluma son ordinateur. Sa boîte mail était vide. Pas de nouvelles de la balistique, pas de réponse du greffe, rien du bureau du procureur sur les motions Brandt. Peu étonnant, elle n'attendait rien. Par réflexe, elle jeta un œil à sa boîte aux lettres extérieures. Parmi un prospectus et un coupon de vidange adressé à l'ancien locataire, un simple pli manilla sans timbre, ni adresse de retour. Elle l'ouvrit sur le comptoir. Une photo en tomba, floue, extraite d'une vieille caméra de sécurité. On y voyait Evelyn Marks debout dans le couloir d'un tribunal, face à une employée de greffe la trentaine. Teinte olive, cheveux tirés en chignon. Au verso, écrit à l'encre bleue, Torres, 42e district. Nathalie croisa ce nom avec les registres de personnel du 42e district en 1996. Une seule correspondance. Alina Taus, employée civile partie, début 97, sans adresse de réexpédition et sans trace d'emploi sous ce nom. 2 heures de recherche, archives du DMV, base d'assistants en soins infirmiers, dossier de changement de nom dans le comté voisin, la menèrent à une Alina Marquez, résidant dans une petite maison de retraite près de Binghamton. Le lendemain, Nathalie conduisit jusqu'à cette adresse, dissimulant son insigne. L'établissement était calme et presque désert. Déguisée en visiteuse demandant des nouvelles d'un parent, elle intercepta Alina dans un salon en retrait, pliant des serviettes près d'une personne en fauteuil roulant. Alina, plus âgée et plus mince que sur la photo, la dévisagea avec méfiance. « Madame Marquez, je ne suis pas là pour créer des ennuis », dit Nathalie en s'approchant. « J'aurai juste quelques minutes ?» Alina releva les yeux sur ses gardes. « Je ne suis pas celle que vous croyez, souffla-t-elle. Vous avez travaillé au 42e. Vous connaissiez Evelyn Marks. » La serviette glissa de ses mains. Sans un mot, Nathalie sortit la photo de sa poche. Alina la fixa, puis murmura. « Vous n'auriez pas dû venir. J'enquête sur la disparition d'Evelyn. Votre nom est sorti. » « Elle nous faisait peur, » avoua Alina. Quelques jours avant sa disparition, elle est arrivée ici avec une enveloppe. Qu'y avait-il dedans? Je ne sais pas. Elle n'a rien dit, juste demandé où était la boîte du commandant. Elle voulait être sûre que ce soit lu par les bonnes personnes. Et, interrogea Nathalie. Rien. Le lendemain, j'ai demandé à une secrétaire. Aucune plainte enregistrée. Nathalie garda le silence. Alina prit une grande respiration. La veille, en passant près de la salle de repos, j'ai entendu Duca dire « Si elle doit disparaître, qu'elle disparaisse. » Humes a ri. Je n'ai pas osé intervenir. « Vous en avez averti qui que ce soit ?» demanda Nathalie. « Non. Je suis partie la semaine suivante. J'ai démissionné et changé de nom. Je ne voulais pas être la prochaine. Vous vous souvenez de Lewis Roas ?» Le visage d'Alina se durcit. « Il était en détention. J'ai retenu son nom. 2 dépêches sur lui. Evelyn disait qu'il était son indique. Il a disparu 2 jours avant elle. Sans transfert, sans dossier de sortie, rien. Vous pensez que c'est lié ? Fit Nathalie. Tout est lié, conclut Alina. Nathalie ne rentra pas tout de suite. Elle remplit son réservoir dans une station, puis s'arrêta dans un dîner pour revoir ses notes. 2 heures. Nom, date, motion, disparition. De retour à son appartement, elle sentit tout de suite que quelque chose clochait. Le pneu avant droit était à moitié dégonflé, l'arrière totalement à plat, tranché net sans éclat de métal. Les 2 pneus du côté passager. Pas besoin d'un kit de scène de crime. Quelqu'un lui avait laissé un message. Reyes ne dormit pas. À l'aube, elle décida que la mallette n'était plus une simple preuve récupérée. Elle était scène de crime. Elle appela un contact du labo régional de Pipsy pour un second examen forensique prioritaire. Le technicien hésita. Le protocole n'autorise une nouvelle analyse qu'à la demande expresse d'un détective en chef ou d'un procureur. Mais quand elle prononça « possible homicide impliquant des officiers », tout s'accéléra. 3 heures plus tard,
Elle se tenait dans un labo réfrigéré, bras croisés, tandis que deux experts éclairaient la mallette sur un plateau. Elle est fortement dégradée, avoua l'un d'eux, la tournant lentement. Mais on peut prélever des frottis dans les coutures et le long du zip. Des particules restent souvent coincées entre les dents métalliques. Ils utilisèrent pinceaux ultra fins et marqueurs protéiques pour récolter chaque résidu possible. Après des heures, un technicien plus jeune appela. « Venez voir ça !» Entre les replis du zip, ils avaient isolé un infime mais constant résidu de cellules épithéliales desséchées, noyau intact. De quoi établir un profil ADN. Un jour plus tard, le résultat tomba. Correspondance totale avec Carter Humes. Nathalie attendit dans sa voiture jusqu'à l'appel, puis prit immédiatement la route pour Albany. Humes habitait un duplex anonyme derrière une laverie fermée, dans un quartier endormi. Elle attendit que la lampe du perron s'allume et sonna. Il ouvrit au bout de 30 secondes, barbe de 3 jours, jeans et t-shirt technique, regard d'abord fuyant jusqu'à son insigne. « Détective Reyes, dit-elle, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet d'Evelyn Marks. » Il recula sans un mot, l'invitant à entrer. Le salon était presque vide, un fauteuil inclinable, une étagère poussiéreuse. Humes s'assit, penché, mains jointes. « Regardez, commença-t-il. Je ne sais pas ce que vous croyez avoir trouvé. » Le labo a confirmé le lien. « Nous avons extrait votre ADN incrusté dans la couture du zip, » répondit Nathalie. « Cette mallette a été repêchée dans le coin il y a 1 mois. Vous n'apparaissiez pas dans l'enquête initiale. Vous n'avez jamais été entendu. Mais la sœur d'Evelyn affirme qu'elle ne s'en séparait jamais. Comment expliquez-vous ce profil ADN ?» Humes baissa les yeux, puis les releva, la voix brisée. « Je ne l'ai pas tué. »« Alors expliquez-moi, » exigea Nathalie. Un lourd silence tomba. Humes se leva et se dirigea vers la fenêtre, bras croisés. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Ray voulait juste la faire taire, la faire peur. Elle faisait du bruit, menaçait de déposer plainte aux affaires internes, disait avoir des preuves. « Vous l'avez confrontée. Je l'ai attendue dans le parking cette nuit-là. Je lui ai dit de laisser tomber. Elle a refusé. Je l'ai assommée, je l'ai mise dans sa voiture et je suis parti. » Sa voix était plate, sans émotion. Elle s'est réveillée près du pont. Ça a dégénéré. Elle a tenté de s'enfuir. J'ai dû l'arrêter. Elle m'a frappé à la mâchoire avec la mallette. Je l'ai lâchée et elle est tombée dans le fleuve. Nathalie le regardait sans ciller. J'ai appelé Ray, je lui ai dit que c'était devenu incontrôlable. Il m'a ordonné de l'amener à lui. Elle respirait encore quand je l'ai laissée. C'était la dernière fois que je la voyais. « Où ?» demanda Nathalie. Humes hésita. Une vieille cabane de la brigade des stupéfiants, au nord des terrains d'entraînement. Pas sur la carte. Ray l'utilisait, disait que c'était discret et propre. Nathalie sortit son carnet. Adresse ? Il n'y en a pas. Sur la route 301, à une demi-mile à l'est d'un ancien sentier de garde forestier. Il vous faudra des chiens. Elle referma son bloc-notes. Vous êtes en état d'arrestation, Humes. Obstruction à la justice, complicité de meurtre et non-dénonciation d'un crime. Contre toute attente, il ne résista pas. Il acquiesça et la laissa l'empoigner. Dans le plus grand silence, on l'amena à la maison d'arrêt régionale cette nuit-là. Pas un journaliste, pas une fuite. Nathalie alerta le procureur et exigea une équipe forensique complète pour la fouille de la cabane. Le lendemain, elle reprit ses notes jusqu'à près de 2 heures du matin. À 7h14, son téléphone sonna. « Humes est mort », annonça le brigadier d'Albany. Nathalie tressaillit. « Comment ?» On l'a retrouvé pendu dans sa cellule, un drap déchiré attaché à une grille de ventilation. Suicide, paraît-il. Il était seul en cellule ? Oui. Quelqu'un du 42e de service ? Silence à l'autre bout du fil. Elle raccrocha. Son reflet dans la fenêtre était impassible, mais tendu. Ce qu'il avait, tu devais être enterré avec lui. La suite se poursuit dans la partie suivante. Ta peau incrustée dans la couture de la fermeture éclaire. Il secoua lentement la tête, comme pour gagner du temps. Nathalie resta debout. Cette mallette a été retrouvée le mois dernier dans la rivière Croin. Tu n'as jamais été mentionné dans le dossier original, jamais interrogé, mais la sœur d'Evelyn a déclaré qu'elle l'avait toujours avec elle. Alors, comment ton ADN s'est-il retrouvé dessus ? Il baissa les yeux vers le sol, puis les releva. Quelque chose céda derrière son regard. Je ne l'ai pas tué.
Alors aide-moi à comprendre ce qui s'est passé. Un long silence s'ensuivit. Puis il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les bras croisés. Ça n'était pas censé aller aussi loin, dit-il. Ray voulait juste lui faire peur. Elle parlait trop, évoquait des plaintes contre l'IIA. Elle disait avoir des preuves. Tu l'as confrontée? Je l'ai attendue sur le parking ce soir-là. Je lui ai dit de lâcher l'affaire. Elle a refusé. Je l'ai assommée, jetée dans sa voiture, et je suis parti. Sa voix était devenue plate, un récit calme. Mais elle s'est réveillée quand on est arrivé près du pont. Les choses ont dégénéré. Elle a tenté de s'échapper. J'ai dû l'arrêter. Elle m'a frappé au visage avec la mallette. Je l'ai attrapée et jetée. Elle a dévalé la pente vers la rivière. Nathalie ne dit rien. Ensuite, j'ai appelé Ray. Je lui ai dit que ça avait mal tourné. Il m'a dit de la lui amener. Elle était encore en vie quand je l'ai laissée avec lui. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Où ça? Hésita. Il y a un endroit, une vieille cabane de la brigade des stupes, au nord des bois d'entraînement. Elle n'est pas sur les cartes. Ray l'utilisait parfois. Il disait qu'elle était propre. Tranquille. Nathalie sortit son carnet. Une adresse? Il n'y en a pas. Juste à côté de la route 301, un demi-mile à l'est d'un ancien sentier de garde forestier. Il vous faudra des chiens. Elle referma son carnet. Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice, complicité de meurtre et non-dénonciation de crime. À sa grande surprise, il ne résista pas. Il acquiesça simplement et laissa Nathalie lui passer les menottes. Ils l'incarcérèrent dans un centre de détention régional cette nuit-là. Tout se fit dans le calme. Aucun journaliste, aucune fuite. Nathalie notifia le bureau du procureur et demanda qu'une équipe médico-légale complète soit mobilisée pour fouiller la cabane. Le lendemain matin, elle retourna à sa location et mit ses notes à jour jusqu'à près de 2 heures du matin. À 7h14, son téléphone sonna. Le sergent de garde d'Albany. Est mort. Elle se redressa d'un coup. Comment? Retrouvé pendu dans sa cellule. Un drap noué à une bouche d'aération. Suicide. C'est ce qu'ils disent. Il était en isolement? Oui. Quelqu'un de l'équipe de garde, lié au 42e district? Silence au bout du fil. Elle raccrocha. La fenêtre devant elle reflétait son visage, calme mais tendu. Ce que Humes n'avait pas dit était mort avec lui. Nathalie se tenait au bord de la clairière pendant que l'équipe d'intervention ouvrait un passage à coups de machette et de pince coupe-boulon. Le sentier partant de la route 301 avait presque disparu sous la végétation. Ses bottes s'enfonçaient dans la mousse humide, chaque pas alourdi par les derniers mots de Hume. La cabane apparut comme une cicatrice dans les bois, penchée, délabrée, à moitié avalée par la végétation. Elle en fit lentement le tour, scrutant le terrain du regard. Douka n'avait pas choisi cet endroit par hasard. Il était oublié, silencieux. Un maître chien fixa la laisse à son berger allemand et donna l'ordre. Le chien fit le tour du périmètre, le museau collé au sol. Un autre groupe commença à photographier les lieux et à dessiner un plan. Nathalie resta en retrait, observant depuis une hauteur près de la lisière. Elle savait qu'il pouvait ne rien trouver. Cela faisait des années. Des eaux dispersées, usées par les saisons. Le sol et le temps n'étaient pas amis de la vérité. Mais quelque chose en elle lui disait qu'Evelyne était ici. Le soleil déclinait quand le premier signal arriva. Le chien se figea, puis se mit à aboyer vivement, la queue raide, le museau pointé vers une zone à mi-pente derrière la cabane. Le maître chien s'agenouilla pour marquer l'endroit et appela l'équipe de récupération. Nathalie descendit prudemment, ses bottes glissant légèrement sur la terre meuble. La pente avait été dissimulée sous des fougères, des broussailles sèches, des branches de pin mortes. Mais le chien avait flairé quelque chose. Ils commencèrent à creuser avec précaution. Un périmètre fut délimité. La terre fut retirée couche par couche, à la truelle et au pinceau. 2 heures plus tard, un technicien se redressa et dit doucement « On a du textile ». Nathalie s'approcha du bord de la fouille. Un éclat de tissu bordeaux terne perçait la terre, accroché à des fragments de vêtements décomposés. À côté, un os fragile, un fémur, puis des côtes. Ils travaillèrent en silence jusqu'à ce que le corps soit dégagé. Une femme, squelette enveloppé dans un imperméable déchiré, partiellement momifié par le sol. Nathalie regarda la couleur du manteau, rouge lit de vin.
Laura avait mentionné qu'Evelyn le portait le jour de sa disparition. Une montre-bracelet fêlée. Le tout fut mis en sac pour être catalogué. Au laboratoire régional, les restes furent examinés. Les fractures étaient cohérentes avec une agression, pas un accident. Le médecin légiste, Dr Hellman, confirma ce que Nathalie soupçonnait. Elle s'est défendue. On a trouvé des fractures de défense sur l'ulna et des tissus épithéliaux sous les ongles. Nathalie leva les yeux. Assez viable pour un profil. On traite ça en urgence. Quand le rapport ADN arriva sur son bureau, Nathalie Reyes savait déjà ce qu'il dirait. Les fragments de peau retrouvés sous les ongles d'Evelyn Marks correspondaient à ceux du détective Ray Duca. La confirmation médico-légale ne provoqua pas de triomphe. Elle resserra seulement l'étau. Nathalie resta un long moment debout dans le couloir du labo, après avoir lu le rapport, la mâchoire serrée, le regard flou. De retour au commissariat, elle rédigea la demande de mandat avec une précision méthodique. Elle y ajouta une demande d'inculpation sous scellé. Elle ne voulait aucune fuite, pas avant d'être prête. Le procureur signa sans hésiter. Il en avait vu assez. Nathalie convoqua son unité spéciale. 5 personnes, toutes choisies par elle. 2 agents des affaires internes en qui elle avait confiance, un marshal fédéral, un analyste médico-légal et un officier expérimenté venu de son ancien poste à Syracuse. Ils se réunirent dans une salle de conférence à 19h30, porte verrouillée. « On n'a qu'une chance, leur dit-elle. Duca connaît le système. Il s'en est servi pour rester propre, mais il ne l'est plus. » Elle détailla le plan d'arrestation, les itinéraires, les risques. Pas de presse, pas de fuite. Quand on bouge, on le fait en silence. Le lendemain matin, avant que l'équipe ne parte, Duca avait disparu. Quand Nathalie reçut l'alerte, elle se rendait justement au briefing avec les marshals. Un détective du 1er district l'appela personnellement. Il a quitté sa maison ce matin. Pas seul. Avec qui? 2 types. L'un est un ancien des stupes, l'autre est suspendu depuis une plainte pour usage excessif de la force. On les a identifiés. Éric Ball et Vince Rollo. Les 2 noms étaient déjà sortis dans des rapports des affaires internes. Suppression de preuves, filatures officieuses, intimidation. Envoyez les images. Je veux l'heure, la direction, les plaques. Nathalie visionna la vidéo 3 fois avant de dire un mot. Duca avait l'air calme. Les hommes avec lui ne se pressaient pas. Le SUV sortit de son allée, peu après l'aube, direction nord. Elle émit elle-même le bolo. À midi, les marshals fédéraux étaient mobilisés. Les postes frontières furent discrètement alertés. Ce n'était pas encore une chasse à l'homme. Pas encore. Mais on s'en rapprochait. Le SUV fut repéré 3 heures plus tard par un lecteur de plaques, juste au sud de Plattsburgh. Nathalie était déjà en vol à ce moment-là. Elle atterrit à Burlington et fut conduite à travers la zone frontalière pour coordonner l'interception avec l'équipe locale. Le bolo avait porté ses fruits. Un agent des douanes avait reconnu les plaques d'immatriculation à un poste de contrôle secondaire et avait donné l'alerte. Le SUV fut intercepté à 20 mètres du passage canadien, dans une aire boisée au large de la route 9. Nathalie et les marshals s'approchèrent avec prudence. Armes dégainées, mais pointées vers le sol. Les 2 officiers sortirent les premiers, paumes ouvertes. « Sors de la voiture, Ray !» Il fallut quelques secondes, mais Duca finit par sortir. Sa veste était fermée jusqu'au cou, son expression impassible. « Tu as vraiment ramené tout le cirque, » marmonna-t-il. « C'est terminé. Aucune résistance, aucun éclat. » Duca fut menotté et installé à l'arrière du véhicule de tête. Les 2 autres hommes furent également placés en détention sans incident. Nathalie ne parla plus jusqu'à ce qu'il soit de retour sur l'autoroute, en direction de la ville. Elle se tourna légèrement dans son siège pour le regarder. « On l'a retrouvé. » Duca ne sia pas. « Je m'en doutais. » Le trajet de retour fut long, mais pas silencieux. Nathalie feuilletait le contenu d'un second dossier sur ses genoux. Transcription de la cassette d'Evelyn, résumé médico-légal et un registre des accusations antérieures contre Duca. Elle ne savait pas s'il y prêtait attention, mais elle disposait les documents de manière délibérée, une page après l'autre. Duca ne réagit qu'une seule fois. « Tu crois que ça te donne une victoire ?» Nathalie ne répondit pas. La voiture continua sa route. À peine arrivée au commissariat, Duca fut interrogé. La porte en acier se referma derrière Nathalie Reyes. Duca était déjà assis, menotté, posture relâchée, comme s'il attendait un rendez-vous chez le dentiste plutôt qu'un interrogatoire pour meurtre.
Il la regarda à peine lorsqu'elle tira la chaise en face de lui et s'assit, posant le dossier sur la table sans un mot. Ah alors, dit Duca en s'appuyant en arrière, c'est le moment où tu essaies de me faire peur avec ce que tu crois savoir? Nathalie le fixa un moment. Non, c'est le moment où je te montre ce qu'on a prouvé. Il esquissa un sourire narquois, peu impressionné. T'as rien. La voix d'une morte et un sac moisi. C'est que des suppositions. Nathalie ne répondit pas. Elle sortit un petit magnétophone du dossier. L'appareil avait été nettoyé, la bande rembobinée et copiée. Elle appuya sur lecture. La voix qui emplit la pièce était faible, saturée de statique, mais reconnaissable. Duca, Humes, menace de lycée, déclaration falsifiée, forge. Si je disparais, ce sera eux. Les yeux de Duca glissèrent vers l'enregistreur. Une fraction de seconde, sa confiance vacilla, mais elle revint rapidement, plus dure encore. C'est ça ton arme secrète? Tu crois qu'un murmure à moitié audible d'une avocate parano va tenir la route? Nathalie ouvrit le dossier sur la table et fit glisser une page vers lui. Ce n'est plus juste sa voix. Duca ne toucha pas à la page. Il se contenta de la fixer. On a récupéré ça chez sa sœur. Evelyn avait laissé une note disant qu'elle gardait une seconde copie au cas où quelque chose lui arriverait. La note est datée de 2 semaines avant sa disparition. Elle étala lentement les pièces, une seconde cassette, une déclaration sous serment dactylographiée et signée, des copies de témoignages falsifiés utilisés lors du procès de Marcus Brandt, et enfin une liste de noms. Officiers, superviseurs, même un agent de liaison du procureur, tous liés à des affaires entachées de preuves falsifiées ou de témoignages extorqués. Nathalie garda une voix posée. Tu as fabriqué la déclaration qui plaçait Marcus Brandt sur les lieux. L'officier qui a été tué, Quinn, avait menacé de parler de toi à l'IGS. Evelyn l'a découvert. C'est pour ça que tu l'as fait taire. La mâchoire de Duca se crispa. Son sourire avait disparu. Nathalie ne cligna pas des yeux. Elle t'a nommé, sur bande, par écrit, devant témoins. Elle a raconté ton histoire avant que tu puisses l'enterrer. Tu n'as juste pas creusé assez profond. Il resta immobile, fixant la table. On a déjà remis les preuves au bureau du procureur. Un grand jury est en cours de convocation. Tu es accusé de meurtre, obstruction à la justice, conspiration pour falsification de preuves et destruction de documents protégés. 2 agents en uniforme entrèrent à ce moment précis. L'un d'eux détacha les menottes de la table. L'autre s'avança pour lui attacher les poignets dans le dos. Duca ne dit rien. Son regard resta figé sur le dossier, mais quelque chose dans sa posture se raidit. Les agents l'emmenèrent. Nathalie resta seule dans la pièce, les mains posées sur la table. Elle fixa l'enregistreur, toujours là au centre, comme s'il avait attendu tout ce temps pour être entendu. La salle de conférence de presse du bureau du procureur était pleine à craquer. Nathalie se tenait sur le côté du pupitre, bras croisés, le poids de tout ce qu'elle avait mis au jour pesant sur ses épaules. La procureure Myriam Gold prit la parole. Sa voix était calme, mais résolue. Un grand jury a rendu des inculpations dans l'affaire Evelyn Marks, l'avocate disparue en 1996 dans des circonstances que nous comprenons maintenant comme un meurtre, accompagné d'une obstruction à la justice. Un murmure parcourut la salle. Raymond Duca est accusé de meurtre au 1er degré, conspiration à l'obstruction et destruction de preuves. Carter Humes, aujourd'hui décède, a et nomme à titre posthume pour obstruction et complicité de meurtre. 3 anciens officiers supplémentaires, Vince Ruo, Eric Ball et Johan Frisk, ont été inculpés pour leur implication dans des condamnations injustifiées liées à des preuves fabriquées et des témoignages forcés. Nathalie resta impassible, mais elle sentait les regards des journalistes se tourner vers elle. Lorsque Gold lui fit signe d'approcher, elle s'avança lentement vers le micro. Evelyn Marks était avocate, sœur, et une défenseur infatigable de ses clients, déclara Nathalie. Elle a tout risqué pour dénoncer les abus de pouvoir. Sa voix a été réduite au silence, mais ses preuves ont subsisté. Et c'est sa voix sur bande qui a rouvert la porte. Elle s'arrêta, balayant la foule du regard. La justice a mis trop de temps dans un centre pénitentiaire du nord de l'État, un lieu habitué aux vies brisées. Marcus Brandt se tenait dans sa cellule, les yeux fixés sur l'horloge au-dessus du poste de garde. Il avait arrêté de compter les années depuis longtemps,
mais n'avait jamais cessé d'attendre. La porte métallique s'ouvrit brutalement. Un gardien fit un geste. « Prépare-toi, tu sors. » Marcus ne bougea pas immédiatement. « Pourquoi ?»« Condamnation annulée. Ils ont trouvé de nouvelles preuves. Tu es blanchi. » 1 heure plus tard, lorsqu'il franchit les portes, le soleil toucha son visage comme une chaleur étrangère. Il ne sourit pas, ne courut pas, leva simplement les yeux, clignant face à la lumière. Nathalie l'attendait près des grilles. Elle tendit une petite enveloppe en papier craft. Ticket de bus, téléphone prépayé, chambre d'hôtel pour la nuit. Un groupe d'aide juridique veut t'aider à te réinstaller. Il hocha lentement la tête, l'enveloppe toujours dans sa main. « Elle m'a cru, dit-il enfin. Tout ce temps, je pensais qu'elle avait abandonné. »« Elle ne l'a pas fait, répondit Nathalie. Et toi non plus. » Le cimetière se trouvait sur une colline tranquille, juste à la sortie de la ville. Le terrain était soigné, des rangées de pierres identiques parfaitement alignées. Mais l'une d'elles se distinguait. Fraîchement installée, le granit encore éclatant sous le ciel du matin. Evelyn Marks. Nathalie Reyes se tenait à quelques pas, le col du manteau relevé contre le vent. À ses côtés se trouvaient Marcus Brandt et Laura Mars. Un bouquet de lys blanc reposait au pied de la pierre tombale, déposée plus tôt par quelqu'un. Laura tenait une rose unique alors qu'il s'approchait en silence. Marcus fit le premier pas. Il s'accroupit et posa la rose sur la pierre. « Merci de m'avoir rendu ma vie, d'avoir pris ma défense, » dit-il d'une voix basse. Il se releva lentement, s'essuyant un œil. Laura le suivit. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle effleura les lettres gravées. « Tu as gagné, Yves. Repose en paix, » murmura-t-elle. Nathalie resta immobile, le regard fixé sur le nom gravé dans la pierre. Avant de partir, elle s'interrompit, sortant une enveloppe pliée de la poche de son manteau. C'était une photocopie de la plainte originale qu'Evelyn avait adressée aux affaires internes, celle qu'ils avaient retrouvée enfouie sous des couches de silence et d'oubli. Elle regarda le papier, puis la tombe. « Tu as mené le bon combat, dit-elle. On t'a entendu. La justice a été rendue. » Elle glissa la copie sous une pierre, au bord de la tombe. Elle ne résisterait pas longtemps aux éléments, mais ce n'était pas son but. C'était un geste, une boucle bouclée. Marcus et Laura l'attendaient près du chemin. Nathalie les rejoignit. Ensemble, ils descendirent la pente, quittant Evelyn pour la dernière fois. Personne ne parla. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à révéler. Seulement la vérité pour laquelle ils s'étaient rebattus, et la femme qui n'avait jamais cessé de se battre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour en découvrir d'autres.